À la une de cette édition, Recep Tayyip Erdogan livre ses vérités sur l'affaire Jamal Khashoggi. Le président turc évoque un crime politique, mais il ne donne pas le nom de ceux qui seraient derrière la mort du journaliste. Fatma Kizilboga, correspondante de France 24 en Turquie, est avec moi sur ce plateau. Plombée par l'affaire Khashoggi, l'Arabie Saoudite accueille pendant 3 jours le Davos du désert, une conférence économique boycottée cette année par de très nombreuses personnalités. C'est le cas de Steven Mnuchin, le secrétaire américain au Trésor. Et puis 7000 personnes font toujours route vers les États-Unis, une caravane de migrants qui aura un impact, c'est certain, sur les élections de mi-mandat. À 15 jours du scrutin, justement, Donald Trump annonce qu'il va réduire les aides à leur pays d'origine, le Guatemala, le Honduras et le Salvador. Voilà donc pour les titres. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Vous l'avez suivi en direct sur notre antenne. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a livré avec précision de très nombreuses informations sur l'affaire Jamal Khashoggi. Pas de révélations fracassantes. On ne sait toujours pas où est le corps. On ne sait toujours pas également si ce sont bien les autorités saoudiennes qui ont minutieusement préparé l'assassinat du journaliste. On attend des réponses, assure Recep Tayyip Erdogan. On va l'écouter. Les informations que nous avons obtenues, les preuves qui ont vu le jour, montrent que Khashoggi a été victime d'un crime, d'un assassinat barbare. Le gouvernement d'Arabie Saoudite, les autorités saoudiennes, en acceptant l'assassinat, a fait un pas très important. Ensuite, nous allons demander à ces mêmes autorités de mettre à jour ouvertement l'ensemble des responsables qui ont participé à cette opération afin qu'ils subissent le châtiment qu'ils méritent. Il ne s'agit pas d'une opération basée sur un instant, il s'agit d'une opération qui a été planifiée. Nous avons des éléments très solides en ce sens. Et Armelle Charrier nous a également rejoint sur ce plateau. Rebonjour Armelle, on l'a entendu, Erdogan parle d'un crime politique sans pour autant donner des noms. Oui, et c'est justement ça qui est le plus intéressant certainement dans l'allocution du président Erdogan, c'est de dire très clairement que le crime était organisé, de montrer comment est-ce qu'il a été organisé, de dire qu'il s'en est entretenu avec le roi Salman d'Arabie Saoudite, à qui quelque part il rend hommage en disant qu'il a permis effectivement aux enquêteurs turcs, entre autres, de rentrer au consulat et qu'il a pris ça au sérieux. Mais ensuite, il fait la liste justement des gens qui sont responsables, qui est commanditaire, et il parle bien de crimes politiques. Et derrière, évidemment, il n'y a rien. Alors, c'est intéressant pour nous qui suivons cette affaire depuis le départ, parce qu'on attendait de savoir s'il y allait avoir des révélations du président turc ou pas. Et des fois, quand on travaille soit sur des annonces, soit sur ce qu'on appelle être en creux. Et effectivement, le fait qu'il n'y ait rien eu d'autre montre que peut-être derrière, les Turcs négocient d'autres choses. Il faut rappeler que les Saoudiens et les Turcs ne sont pas sur la même ligne. Les uns sont wahhabistes, les autres sont frères musulmans, et que derrière, il y a d'autres axes de pression. Peut-être évidemment, on pense au Qatar et au blocus qui aujourd'hui est mis en place par les Saoudiens. Face à vous, Armelle, Fatma Kizilboga. Bonjour Fatma, vous êtes donc la correspondante de France 24 en Turquie. Que l'on comprenne bien, que joue Recep Tayyip Erdogan avec cette affaire Khashoggi? Alors effectivement, c'est ce que disait Armelle tout à l'heure. On s'attendait à des grosses annonces, à des grosses révélations. C'est lui qui l'avait vendu comme ça finalement. Absolument. Et finalement, il est resté très factuel. Mais ce qu'on comprend quand même aujourd'hui, c'est qu'Erdogan, en tout cas, il a l'air et il veut avoir l'air déterminé. Il continue à poser des questions. Il a effectivement rappelé le déroulé de l'enquête, savoir où on en était justement pour le moment. Il a été extrêmement précis. Il a donné des horaires, des lieux. Il a rendu effectivement également hommage au roi Salman, mais également aux enquêteurs et aux services de renseignement turcs, donc en essayant d'expliquer effectivement que c'était une enquête qui était menée avec beaucoup de sérieux. Mais Erdogan aujourd'hui, il continue, il pose toujours des questions. Il veut savoir d'abord où est le corps. On n'a toujours pas retrouvé le corps. Et puis, les Saoudiens ont parlé d'un complice probablement donc de nationalité turque. Et Erdogan, aujourd'hui, demande à savoir, eh bien, si ce complice existe, qui est-il? Donc, il continue à poser des questions à Erdogan. Et dans un sens, j'ai envie de dire, il continue à mettre la pression sur les autorités saoudiennes, mais également sur Washington, sur Donald Trump, dont il a également parlé pendant ce discours. Donc, on n'a toujours pas eu toutes les réponses auxquelles
On attend toujours de savoir, ce qui explique aujourd'hui Erdogan, en fait, c'est que l'enquête est en train de se poursuivre. Et on va en fait attendre de savoir ce qui va se passer. On n'a toujours pas les réponses, on ne sait pas comment est-ce que cette enquête va être conclue. Mais Erdogan, lui, il continue, il fait monter la pression. C'est ce qu'on comprend aujourd'hui. Armelle, dans cette affaire Khashoggi, Recep Tayyip Erdogan est-il le seul maître à bord désormais? À cette heure-ci, oui. C'est d'ailleurs un peu ce qui est très surprenant dans cette histoire, c'est que finalement, on l'a découvert pas à pas, en se disant que c'était quand même impensable que les Saoudiens exécutent un journaliste aujourd'hui travaillant à Washington, travaillant pour le Washington Post, et qu'il l'exécute dans l'enceinte d'un consulat. Certes, vous avez la diplomatie mais autour, sur le sol turc. Mais sur le sol turc, ça c'était quand même incroyable. Force est de constater que quelque part, ils sont allés dans un piège. Ils se sont peut-être piégés eux-mêmes, d'ailleurs, puisqu'on ne sait absolument pas à partir de quelle idée cela a germé. Mais toujours est-il qu'ils l'ont fait sur le sol turc. Et que, justement, le président Erdogan l'a rappelé. Il a dit à un moment donné, Istanbul, c'est chez moi. C'est pour ça qu'il a poussé jusqu'à dire, je voudrais que le procès, ce soit chez moi. Et que là, il a conduit l'enquête. C'est un droit naturel d'enquêter, a-t-il dit. C'est un droit. En plus, il a parlé de droit international. Il a parlé de droit islamique, en faisant évidemment référence avec l'Arabie Saoudite. Donc il a mis toutes les cartes sur la table et surtout il a enquêté puisqu'il est chez lui, que vraisemblablement il avait été alerté puisqu'il connaissait effectivement le journaliste. Donc il a été alerté très tôt de ce qui s'est passé et aujourd'hui c'est eux qui distillent l'emploi du temps. Et cette affaire Khashoggi, elle a bien sûr de nombreuses conséquences. Le Davos du désert, par exemple, cette année fera à Grizmine. La conférence économique qui ouvre ses portes aujourd'hui à Riyad a enregistré de très nombreuses défections ces derniers jours. Parmi elles, le secrétaire américain au Trésor ou encore la directrice générale du FMI, Christine Lagarde. Steve Jourdain. Peu d'occidentaux dans cette file d'attente. Le Future Investment Initiative s'est ouvert sur fond de désistement en cascade. Si le PDG de Total participera bien au Davos du désert, celui d'EDF, Jean-Bernard Lévy, a annoncé qu'il y renonçait, officiellement en raison d'une réunion avec Emmanuel Macron. Une défection qui s'ajoute à la longue liste des patrons ayant fait le choix du boycott à la suite de la mort du journaliste Jamal Khashoggi. Ford, Uber, JP Morgan, BNP Paribas, autant d'entreprises occidentales qui ne feront pas le déplacement à Riyad. Sous pression depuis plusieurs jours, le PDG de Siemens a annoncé sa décision dans un long message posté sur LinkedIn. Je ne participerai pas à l'édition 2018 de la Future Investment Initiative. C'est la décision la plus propre, mais pas la plus courageuse. Diversifier l'économie saoudienne, tel est l'objectif initial du Davos du désert lancé en grande pompe par Mohamed Ben Salman l'année dernière. Le prince héritier souhaite notamment miser sur le tourisme et les nouvelles technologies dans un contexte d'instabilité des prix de l'or noir. Mais en pleine affaire Khashoggi, ce qui devait être une vitrine de l'ouverture du royaume, tourne ces dernières heures à la tribune politique. De nombreux responsables occidentaux ne se rendront pas à la conférence. C'est notamment le cas de la patronne du FMI et de la plupart des leaders européens. Si le secrétaire américain au Trésor a également annoncé qu'il n'y participerait pas, Steven Mnuchin a tout de même rencontré ce lundi le prince héritier à Riyad. Le signe que les États-Unis entendent maintenir leur très bonne relation commerciale avec un allié historique. Dans l'actualité également, cette nouvelle annonce de Donald Trump concernant la caravane de migrants qui arrive aux États-Unis. Le président américain l'assure, il va immédiatement réduire des aides au Salvador, au Honduras et au Guatemala, 3 pays qu'il accuse d'être incapables d'empêcher les gens de quitter leur pays. La caravane de migrants qui est toujours en route pour les États-Unis, plus de 7000 personnes qui vivent dans des conditions extrêmement précaires. Les précisions de Laurence Cuvillier, notre envoyé spécial à Tapachula. On parlait au début d'une caravane de migrants, on parle désormais d'exode. Ils étaient 7000 hier à partir de la frontière entre le Mexique et le Guatemala pour rejoindre cette ville de Tapachula. 2000 migrants supplémentaires devraient les rejoindre aujourd'hui. Le flux continue d'entrer dans le pays. Comme vous le voyez, ils ont passé la nuit dans des conditions extrêmement précaires, en dormant sur cette place centrale de Tapachula et dans les rues environnantes, à même le sol. Il n'y a pas de sanitaire. L'aide humanitaire
n'arrive que par le biais de donations volontaires des habitants. Il y a quelques minutes, une distribution d'eau a été organisée, mais ils ont pu à peine donner quelques centaines de bouteilles. Les gens ici n'ont littéralement pas un sou en poche. Le chemin qu'il leur reste à parcourir est de plus de 3000 km, mais la plupart d'entre eux refusent d'écouter les conseils des autorités qui tentent de les mener vers des refuges. Jessica, une migrante hondurienne, nous explique pourquoi. On nous a dit qu'il y avait des refuges, mais le bruit court qu'ils veulent nous emmener là-bas pour nous rapatrier. Alors je ne veux pas aller dans un refuge, je préfère dormir en plein air pour ne pas retourner au Honduras. Même s'ils m'attrapent, coûte que coûte, je ne veux pas rentrer au Honduras. Tapachula est la capitale du Chiapas, mais même cette grande ville est complètement débordée par cette arrivée massive de migrants. Aujourd'hui, la plupart d'entre eux vont reprendre le chemin vers le nord, mais dans cette direction, il n'y a aucune autre ville qui pourrait permettre de les accueillir. Cette caravane va donc poursuivre ce chemin dans des conditions extrêmement précaires. Fin de ce journal, le prochain c'est dans 15 minutes sur France 24, restez avec nous.